tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette soirée très spéciale parce que vous voyez, des fois des choses se font spontanément et aujourd'hui j'ai décidé pour une heure ne pas être Saïda mais être Estelle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et parce que mon invité aujourd'hui, c'est un pianiste qui a un amour particulier pour Schumann et son univers. Et il se trouve que moi, je l'aime aussi. Et en étant Estrella, je pense qu'on a quelque chose à... Parce que même si Eusebius et Florestan ont choisi Clara, mais ils m'ont aimé quand même à un moment donné. Voilà. Donc, Gabriele est bien ici. Et donc, c'est ma semaine. Et comme vous voyez derrière moi, il y a un Steinway. Je ne suis pas sponsorisée par Steinway, hélas. Mais comme Gabriel est un artiste de Steinway, je pense que ça tombe bien. Et puis, bon, je ne sais pas, c'est un instrument de mes rêves. Pour l'instant, c'est toujours pas ça, mais j'espère un jour le Steinway, pas Gabriel. Voilà, e dunque buona serata a tutti, sono molto felice di essere con voi oggi. Questa settimana è una settimana live talk. Fortunatamente non posso veramente parlare italiano liberamente tutta una ora, mi fa piacere almeno dire qualche parola per aiutare tutti voi e dunque parliamo adesso con Gabriele in francese. Allora. Bonsoir Gabriele. Bonsoir Saïda. Comment ça va? Ça va, merci. Toi? Voilà, je ne suis pas Saïda, je suis Estrella pour aujourd'hui. Oui, pardon. Voilà, je pensais que ça peut être sympa un peu plonger dans l'univers de Schumann et Brahms, puisque tu es quelqu'un qui est bien placé pour y aller, pour être dans cet univers. Alors, Gabriele, merci. Pas à propos de ça, mais... Comment? On va essayer, moi. Mais oui, je pense que ça serait facile. Alors Gabriele, commençons un peu par Schumann du coup, parce que je sais que pour l'instant c'est ton dernier disque, non, que tu as enregistré, c'était des œuvres de Schumann, donc les danses de David Zwingli et Moresque. Alors, d'où ça vient cet amour pour Schumann? Je saurais pas te dire précisément. J'ai commencé à travailler pas si tôt que ça, peut-être. Enfin, j'ai travaillé un petit peu tout jeune, et puis plus tard, dans mes années d'adolescence, c'était pas peut-être un amour tout de suite, je dirais. Mais après, une fois que je suis rentré, je me souviens du moment où quelque chose a complètement changé vis-à-vis de Schumann. Et c'était il y a une dizaine d'années à peu près, et j'étais en train d'apprendre pour la première fois les David Spindletons. Et j'avais travaillé d'autres œuvres, mais en jouant ça, j'ai trouvé comme une clé d'accès très personnelle, mais ça m'a vraiment changé l'esprit et la vision que j'avais de cette musique, de ce compositeur. Et donc c'était vraiment cette œuvre-là qui a fait ce déclic, et du coup cet amour a fait que tu l'as même enregistré, c'est ça?
Exactement. J'avais travaillé d'autres œuvres avant ça, les carnavals, les romances, les papillons, je sais même plus, enfin plein de choses quand même. J'ai toujours Oui. beaucoup de Schumann. On travaille beaucoup de Schumann en Italie. Alors même mes années au conservatoire ici ou après, c'était assez normal que les jeunes travaillent beaucoup de Schumann. Et ça, Oui. c'est non parce que en ayant fait beaucoup de voyages et en ayant vécu à l'étranger beaucoup d'années, j'ai remarqué que ce n'était pas le cas partout. Voilà, j'ai travaillé beaucoup de Schumann et oui, David Spenderton, c'était le déclic, je dirais, oui. Tu veux dire en Italie, on travaille beaucoup Schumann? Ouais, D'accord. ouais. C'est vrai que on ne peut pas dire que Schumann c'est un compositeur très simple, n'est-ce pas, d'accès, on va dire, parce que c'est une musique, son univers est très riche et très, enfin il y a beaucoup de choses et parfois des choses complètement à l'opposé l'un de l'autre et de toute façon ce fameux cycle dont tu as joué, c'est écrit par Florestan et Eusebius, n'est-ce pas? Deux personnalités opposées que moi comme Estrella, moi j'aime bien. Oui. Ouais, je sais pas, avec Schumann, je trouve que c'est très facile de le faire sonner un peu normal, soi-disant, un peu pas trop original, un peu lourd même parfois. Il faut peut-être un petit peu de temps et la bonne sensibilité pour entrer dans cet univers où en fait on s'aperçoit que c'est entre les choses que la musique se passe, c'est entre les sentiments, c'est entre les notes, c'est pas vraiment aussi carré qu'on dirait au tout début. Il faut vraiment, je pense, enfin pour moi, c'est vraiment l'histoire de se perdre un petit peu dans tout ça et dans ces sentiments-là, je dirais. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, lui était un vrai poète, n'est-ce pas, éperdu dans sa passion, c'est une exaltation incroyable. Et souvent, effectivement, on ne peut pas dire que c'est un succès parce que ça change toujours, n'est-ce pas? Donc, d'une phrase à l'autre, il y a entre la joie et le chagrin et oui, comme tu dis, après pour moi, vraiment ce qui est très spécial chez lui et qui m'a fait tomber complètement amoureux de sa musique, c'est cette capacité d'exprimer ce qu'il y a entre les sentiments en fait. Cette zone grise, je dirais, c'est pas un blanc et noir, c'est vraiment ce qu'il y a au milieu et cette capacité d'exprimer de différentes choses à la fois aussi, de différents sentiments à la fois, très à l'opposé l'un de l'autre même. Et ça, c'est une chose que je trouve que chez lui avec cette force. Et je trouve que c'est beaucoup rassemblable à la vraie vie finalement, où on rassemble plein de choses différentes à la fois. Et ça, c'est quelque chose d'une force vraiment incomparable aux autres. Oui. Bon, en parlant de choses pas incomparables, mais différentes qu'on peut rassembler, on peut parler aussi de ta carrière parce que quand je faisais mes recherches, on souligne partout et que tu es très à l'aise aussi bien dans la musique de chambre qu'en solo, récital, qu'avec l'orchestre. Mais je sais que c'est un peu comme demander à quelqu'un qui tu aimes plus, ta maman ou ton papa, n'est-ce pas? On demande ça aux enfants. Mais est-ce que pour toi, tu es capable de faire un petit classement parmi tes trois, donc récital solo, musique de chambre et concert avec l'orchestre? Ça change avec la vie, avec les moments de la vie. Je dirais qu'en ces moments, je sens de plus en plus le besoin de jouer tout seul, de jouer un récital. Et j'ai fait énormément de musique de chambre dans les années passées, et je vais en faire aussi, mais finalement, je sais pas, je ressens le besoin de prendre plus de la place tout seul. Je dirais que dans les dernières 3-4 ans, mon activité était partagée presque 50-50 entre solo et musique de chambre. Et en même temps, je trouve que
c'est pas correct c'est quelque part un équivoque de vouloir séparer autant la carrière de soliste et de musique de chambre. Je pense qu'un bon musicien est capable de jouer à musique de chambre, alors que c'est pas exactement vrai le contraire. Un bon soliste n'est pas forcément un bon musicien, alors qu'un musicien de chambre est toujours un bon musicien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on se rappelle un peu plus. Et je pense qu'il faut être capable de voir une carrière, enfin, de musicien tout court. Et la musique de chambre, ça m'a apporté tellement de choses, des rencontres, et même par rapport à la vision qu'on a d'un compositeur. Par exemple, si on parle de Schumann ou de Brahms, et si, autant que pianiste, on a énormément d'œuvres à travailler, on a énormément de chefs-d'œuvre qu'on peut apprendre, qu'on peut jouer, on peut travailler pendant des années, des années, des années. Et en fait, on s'aperçoit en travaillant la musique de chambre qu'on arrive à avoir en fait une vision assez complète du compositeur, de son langage. Mais je ne vois pas comment on pourrait jouer du Brahms sans avoir à approcher ce trio, ces quatuors avec piano, les sonates avec violon et violoncelle. Enfin, tout ça, c'est fondamental pour comprendre Brahms. On ne peut pas dire on connaît Brahms si on a jamais ici. Et c'est pareil pour Schumann, et voilà. Et du coup, pour moi, c'était une grosse chance d'avoir la possibilité de faire tout ça, et c'était un choix aussi. C'est un choix, et c'est un choix que je vais prendre à nouveau dans le futur, sûrement. Absolument. Oui, effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est des choses complémentaires, en fait. Et si on regarde la plupart des grands artistes du passé et d'aujourd'hui, on voit qu'ils font, à un moment donné, ils font tous ces genres de musique. Et c'est normal, parce que pourquoi se priver, n'est-ce pas? Puisque c'est l'enregistrement de palettes sonores, de compréhension de la musique d'auteur, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, c'est important, c'est très important. Oui, mais ton amour de jeunesse, si on peut appeler ça comme ça, ton premier CD, c'était les heures de jeunesse, dites de jeunesse de Brahms. Oui. Pourquoi tu as fait ce choix? Ça, c'est une histoire différente. Ça, alors, pour Brahms, j'ai pas mal travaillé. Et voilà, Brahms, c'est le compositeur dont j'ai joué presque toute la musique de chambre de Brahms, alors que c'est beaucoup de musique. Puis j'avais travaillé quelque chose pour piano seul, le premier concerto, les Brahms Paganini quand j'étais tout jeune, évidemment, ça fait vraiment bien de faire ça. Et puis j'ai toujours beaucoup aimé la troisième sonate, l'opus 5, et je l'ai apprise, je l'ai jouée un peu en concert, et tu sais, j'ai entendu un petit peu pour faire mon premier CD, ce CD Brahms, j'avais quand même presque 30 ans quand je l'ai enregistré. Oui. J'ai voulu attendre pour ce début, pour mon enregistrement, au moment où je sentais que j'avais quelque chose de personnel à dire. Enfin, un petit peu au moins. Et je me suis aperçu, en jouant cette sonate, beaucoup en concert, que c'était ça que je voulais enregistrer. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'aurais pu mettre à côté de ça. Et les variations sur le thème de Schumann, voilà, déjà, c'était une façon de parler de Schumann aussi. Et c'est une œuvre tellement extraordinaire, je trouve. C'est une des œuvres les plus extraordinaires de Brahms. C'est pas énormément joué, c'est très très compliqué, je trouve. Et ça, c'était vraiment, pour moi, finalement, c'était la vraie révélation. Personnellement, dans mon travail pour l'enregistrement de ce CD, c'était cette œuvre-là, c'était le 9, les variations sur Schumann. D'accord. Effectivement, ce CD a été très salué, je crois, par les critiques et la presse. Et puis, on dit de toi sculpteur de son. Alors, est-ce que comment tu trouves cette définition? Et alors, comment tu le façonnes, ton son chez Brahms? Alors, je ne sais pas la définition des critiques, tu sais, il faut oublier tout de suite ce qu'ils disent, parce que sinon, ça ne sent plus. Oui. Non, je ne sais pas, pour moi, le son, c'est quelque chose de vivant.
moi, je pense au son comme un aspect physique de la réalité, comme quelque chose qu'on peut toucher, comme quelque chose qu'on voit. Et Oui. c'est autant réel que ça. Et je pense au son de ces termes-là. J'essaie vraiment pour moi, le son, c'est quelque chose qu'il faut être capable de voir devant. Et c'est comme ça que je le pense. Et puis, évidemment, il y a une quantité de timbres, de façons dont on peut construire les sons, les rapports entre les intervalles, l'harmonie. Ça, c'est enfin, c'est quelque chose. Bien sûr. Gabriel, partons un petit peu au début de l'histoire. Et donc, je sais que tu es né à Turin, n'est-ce pas? Ouais. Et tu as commencé la musique à 7 ans. Il y avait des musiciens dans ta famille. Comment tu as eu cet amour pour la musique? C'était un peu par hasard. J'ai aucun musicien dans ma famille. Je sais que beaucoup... Enfin, ça arrive, mais je m'aperçois que je dirais la plupart de mes collègues quand même viennent d'une famille de musiciennes où voilà, ils ont quand même quelques repères dans la famille. Alors que chez moi, il n'y avait vraiment personne. Et il n'y avait personne. C'est ma mère qui écoutait de la musique classique un petit peu à la maison et moi j'étais beaucoup passionné. Il y avait les musiques cassettes à l'époque, tu sais, alors il y avait des choses que je voulais écouter tout le temps. J'ai la première symphonie de Mahler, le deuxième concert de Rachmaninoff. Et je voulais être chef, en fait. J'avais 4-5 ans et mon rêve, c'était d'être un chef d'orchestre. Mais voilà, puis j'ai grandi. Ça viendra peut-être encore, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Il faudrait travailler beaucoup pour ça. Sinon, oui, c'est sûr. Mais il y a les exemples. Il y a Pletnyov, un extraordinaire pianiste russe qui est devenu grand chef, Ashkenazi. Oui, c'est vrai. Peut-être un jour. J'y pense toujours un petit peu. Ça marche. Et non, comme ça, j'ai commencé par hasard. J'avais 6 ans et 6-7 ans et j'avais commencé l'école. Il y avait une petite école de musique là où je grandissais, à côté de Turin. Et mes parents m'ont demandé si j'avais envie de commencer ça, comme ça. Je pense surtout pour, je sais pas, pour ne pas m'avoir à la maison tout le temps et rendre les après-midi un peu intéressants. Et voilà, j'ai commencé ça comme ça, tout par hasard et j'ai jamais arrêté depuis. Je ne sais même pas te dire en fait qu'est-ce qui se passe. Je me suis jamais vraiment posé la question. D'accord. J'aurais dû peut-être, je sais pas. Et je sais que dans ta vie, moi je pense que c'est une grande chance, et je pense que tu es d'accord avec moi, rencontrer je ne sais pas comment les appeler, les géants de l'art, des musiques, de la musique, pour les grands artistes, et c'est d'accord, n'est-ce pas? Et je sais que tu as eu, donc justement j'aimerais que tu me racontes un petit peu si possible comment tu as rencontré Aldo Ciccolini et je sais que et c'est là qu'on comprend le mystère de ton très très bon français que tu as vécu, j'imagine, en France quelques années pour tes études. Comment ça s'est arrivé? Comment est arrivée cette rencontre avec ce grand monsieur de piano, on va dire? Ça, c'était quand j'avais 16 ans. Il donnait des masterclass en Italie. Moi, à l'époque, j'ai préparé mon diplôme de conservatoire. Et je me suis inscrit à cette première masterclass. Je connaissais le pianiste, j'avais entendu un concert, je l'admirais beaucoup, voilà. Et la masterclass, c'était très intéressant, évidemment. Et il y en avait une deuxième qui était plus longue. Et je me suis inscrit à celle-là aussi, c'était pendant l'été. Et pendant une dizaine de jours, j'ai pu travailler avec lui tous les jours. Et comme moi, les autres participants de cette masterclass. Et à la fin de la masterclass, et après, on a parlé, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Je lui ai expliqué voilà, que j'allais prendre mon diplôme après quelques semaines. Et j'avais un petit peu un plan dans ma tête de où aller étudier après ça. Et lui, en fait, il m'a proposé de travailler avec lui. Il m'a dit, si tu veux, moi je suis prêt à te suivre. Et évidemment, pour moi, alors que j'étais si jeune, c'était quand même un truc inconcevable d'avoir
la possibilité de côtoyer un si grand musicien que ça. Et j'ai commencé à faire des allers-retours. À l'époque, j'avais encore le lycée, j'avais encore l'école. Je faisais des allers-retours plus ou moins une fois par mois sur Paris pour prendre des cours avec lui. Et ça, c'est évidemment vraiment incroyable. Ça m'a changé la vie complètement. Et en faisant ça, j'ai travaillé aussi avec un pianiste italien qui est assez connu ici, il s'appelle Andrea Lucchesini. Ça m'a beaucoup aidé aussi, ça. Et puis, au bout de quelques temps comme ça, j'ai eu envie d'habiter Paris. Voilà, j'avais 19 ans, Paris. Et moi, j'avais envie de quitter chez moi. Mais pas chose normale. Et du coup, je suis parti, je suis venu à Paris. Et je suis rentré au CNSM, un troisième cycle. À l'époque, il y avait ce cycle qui n'existe plus maintenant. Les gens passaient leur prix de piano ou de n'importe quel instrument. Et après, il y avait la possibilité de faire ce cycle de perfectionnement qui était assez spécial parce qu'il prenait peu de gens. Et on était étudiants pendant 2 ans et 2 années. Et on n'avait aucune obligation d'école. On n'avait pas de cours à suivre, de classe ou n'importe quoi. On pouvait prendre que des cours de notre instrument avec notre professeur principal. Et pour le reste, on pouvait s'organiser comme on voulait. Et les conservatoires nous donnaient beaucoup de possibilités de jouer, d'enregistrer, enfin de faire. C'était pensé en fait pour être étudiant et commencer, démarrer une activité de concert ou une carrière de musicien active à la fois. Et moi, je suis rentré dans ça. J'ai passé le concours d'entrée et je suis entré dans la classe de Nicolas Angelic, qu'à l'époque, il enseignait encore. Il est parti maintenant. Il n'a pas vraiment le temps d'enseigner, malheureusement, parce qu'il était un prof assez incroyable. Et j'ai travaillé 2 ans alors avec lui, avec Aldo à la fois. Et puis, je suis resté à Paris quelques années parce que j'aimais beaucoup. Et le français, tu avais appris à Paris ou à Londres? À Paris. D'accord, super. Ouais. Alors, j'ai écouté trop t'interroger, j'ai perdu. Et je voulais te demander aussi concernant une autre dame, grande dame de piano. J'ai vu que vous avez eu, elle t'a invité 4 fois de suite pour son festival, n'est-ce pas, un Marlborough Festival, donc au Uchida. C'est vraiment des pianistes vraiment qui ont une carrière, une longévité de carrière impressionnante et une fine interprète de Mozart et de Schumann aussi. Et comment, je sais que tu as eu une bourse, n'est-ce pas? Tu étais un lauréat en 2010. Je serais incapable de dire le nom exact de ce prix, mais tu dois le savoir. Bertollet, quelque chose. Le Borletti Buitoni Trust. Voilà. C'est ça qui t'a ouvert un peu aussi des perspectives, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, beaucoup. C'est une fondation qui a été créée par elle, en fait, à Londres. Et ça existe depuis, je ne sais pas combien précisément, mais je dirais une quinzaine d'années maintenant. Donc, il y a eu beaucoup de lauréats depuis le temps. Et j'ai eu cette bourse, ce prix en 2010, plus ou moins, il y a une dizaine d'années. Et tout de suite après ça, Mitsuko m'a invité à Marlborough la première fois. Et ça, c'était aussi une expérience très marquante dans ma vie et qui a vraiment, quelque part, changé beaucoup la vision que j'avais de la musique. Voilà. Et c'était déjà un contact assez fort et assez prolongé avec les États-Unis. J'ai rencontré énormément de collègues américaines avec qui j'ai pu jouer depuis le temps. Et je suis retourné plusieurs fois. Comme tu dis, j'ai fait pas mal de tournées aussi pendant l'année de Marlborough Music Festival. Donc j'ai pu venir en contact avec un monde qui m'a beaucoup fasciné. Ça t'a jamais venu à l'esprit peut-être, je sais pas, s'établir là-bas ou... J'ai un petit peu vécu à New York pendant 2 ans en fait. J'ai fait un peu moitié-moitié entre New York et à l'époque j'avais déménagé de Paris à Berlin. Et puis une fois à Berlin, à un moment donné, j'étais pendant 2 ans moitié avec New York. Parce que voilà, exactement, j'avais énormément de rapports avec ce pays et les gens qui étaient là-bas. Et j'aimais beaucoup. J'ai eu envie d'être là. Et j'ai même pensé y aller pour bon, quoi, pour
vraiment habiter là-bas. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais plus européenne de ce que je pensais. Et finalement, voilà, c'est passé comme ça. Mais Marlborough, c'était incroyable. Mitsuko, elle était toujours un grand soutien. Et l'autre chose, à Marlborough, j'ai pu rencontrer Richard Good. Et pendant mon temps américain, j'ai travaillé beaucoup avec lui aussi. Ça, c'était aussi quelque chose d'assez incroyable. J'avoue. Ça a changé ton rapport à la musique. Qu'est-ce que tu veux dire par là, cette ouverture aux États-Unis? Tu sais, Marlborough, c'est un festival assez spécial. Ça dure presque 2 mois. Et pendant ce temps-là, on travaille que de la musique de chambre. Et il y a beaucoup de participants. C'est plus ou moins 80 participants. Et de ces 80, il y en a genre 50, 60, c'est des jeunes. Et les autres, ils appellent ça les seniors. Et en fait, c'est pensé, il n'y a pas vraiment de cours, mais dans chaque groupe, dans chaque formation de chambre, il y a 1 ou 2 seniors et les autres, c'est des jeunes. Donc, on joue ensemble, en fait. On joue avec les autres musiciens. Et on apprend comme ça. On apprend en répétant. Et on a énormément de temps pour répéter. En fait, on répète, on travaille chaque œuvre pendant, je ne sais pas, 3-4 semaines avant de la jouer en concert, si on décide de la jouer en concert. Ou alors, on ne la joue pas du tout. On travaille juste... C'est presque, enfin, c'est un luxe, n'est-ce pas? Parce que normalement, ça se passe très vite et les gens ont 2 répétitions et après, voilà. L'idée, c'était exactement ça. À l'époque où Rudolf Serkin et les Bush ont créé ça, c'était vraiment l'idée. D'avoir un lieu qui était une parenthèse dans la vie très rapide musicienne et une parenthèse où on pouvait travailler la musique que pour la musique, sans avoir d'échéance, juste pour le plaisir de le faire, pour le plaisir d'aller vraiment à fond de la musique. Et comme tu dis, dans la musique de chambre, souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour répéter, surtout dans les festivals, voilà. Et alors que là, on peut travailler des grandes œuvres, des chefs-d'œuvre de la musique de chambre et les étudier à fond. Prendre le temps de ça. Et ça, c'est génial, parce qu'un quatuor de Brahms avec piano, souvent, on a 2-3 répètes pour un concert et on peut juste, tu vois, on peut gratter la surface. Après, chaque membre du quatuor a peut-être joué l'œuvre avant, alors tout le monde la connaît, donc ça va assez rapidement. Mais c'est comme pour le répertoire de solo, en fait. Voilà, on peut chercher énormément de choses, et là, on a le temps de le faire. Et ça, c'est pour ça que ça a changé un peu la vision que j'avais de la musique de chambre en général. Et cette façon de vivre aussi avec les autres, enfin, c'était assez incroyable. Je comprends. Oui. Et toi, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, en général? Oui, je travaille assez, pas énormément, mais assez. Moins qu'avant. Quand j'étais tout jeune, quand j'étais adolescent, je travaillais tout le temps. 8 heures par jour, comme ça. Mais non, on a moins d'énergie pour faire ça, on a moins de temps aussi, et on apprend à être plus efficace. Alors, voilà, je travaille. Mais je travaille, je suis quand même... Je sais que mes amis pensent que je travaille quand même beaucoup toujours. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est peut-être... ouais, je sais pas. Tout est relatif de toute façon, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Et je sais que tu es professeur aussi, n'est-ce pas? Depuis pas trop longtemps peut-être, non? Depuis 4-5 ans, oui, dans une académie de perfectionnement, l'Académie de Pinerolo en Italie. Et, c'est une belle possibilité celle-là, parce que c'est un emploi de temps assez idéal, j'y vais que 2 fois par mois. Et mes étudiants sont à un assez bon niveau déjà, ils ont à partir de 18 ans à peu près jusqu'à 23-24 ans. C'est un peu comme le perfectionnement, n'est-ce pas? Enfin, pardon? C'est un peu comme le perfectionnement. Exactement. Mes élèves sont en train de prendre leur diplôme au conservatoire ou alors ils viennent de le prendre. Et une fois passé ça, voilà, en Italie, en fait, à différence de la France, il n'y a pas de conservatoire supérieur. Alors, il y a des académies privées de perfectionnement. Comme par exemple, il y a eu dans le passé, il y a encore, mais l'Académie des Imola, qui était très réputée à une époque, tout le monde voulait être là-bas. Et donc ça existe en Italie, et pour moi, c'est assez génial, oui, je dois dire. Oui. J'apprends beaucoup aussi. Et on va en revenir, mais parce que en regardant un petit peu
la famille musicale des professeurs dont tu as eu, j'ai vu qu'il y a une vraie relation à la fois avec l'école italienne, n'est-ce pas? Donc, parce que j'ai vu qu'un des premiers professeurs, en tout cas de Aldo Ciccolini, c'était donc Paolo Denza, qui était un élève de Ferruccio Busoni. Oui. Et de l'autre côté aussi, donc Aldo Ciccolini était élève de Marguerite Long, Albert Cortot, Ignat, ce qui est une légende de l'école française. Donc on peut dire que et après il y a, tu dis Rudolf Kerkel. Donc est-ce que comment tu peux dire par exemple ça c'est tradition italienne de piano et ça c'est français ou c'est quelque chose inséparable, enfin je sais pas, est-ce que tu peux en parler un peu, les différences qu'il y en a peut-être pas? C'est très compliqué maintenant de faire des différences d'école parce que voilà, le monde, Oui, il y a beaucoup de métissage, on va dire un peu, si on peut appeler ça comme ça. Il y a beaucoup de ça. Et parfois je peux voir d'où les choses viennent un petit peu, si je me souviens de ce que les gens me disaient, mes professeurs, voilà. Mais c'est très, je sais pas, c'est plutôt, je dirais à présent, ce qui reste, c'est pas forcément dans la façon dont on joue le piano. Je trouve que la façon dont on joue le piano, ça ressemble de plus en plus partout dans le monde. Je pense que l'école russe a eu le plus d'influence en général. Et je vois maintenant que les gens ont une tendance à jouer de la même façon un peu partout. Au niveau technique au moins. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect culturel qui change. Les choses dont les professeurs parlent, ou la sensibilité qu'il y en a, l'attention qu'il y en a pour certains aspects dans un pays et certains autres dans un autre. Ça, je pense, ça reste un petit peu toujours. Et c'est compliqué de faire une liste comme ça, mais par exemple, quand même en Italie, c'est vrai qu'il y a une attention à le chant et une sorte d'esthétique de la beauté dans la façon dont on joue, plutôt qu'une analyse stricte de la forme, par exemple pour Beethoven, comme des musiciens allemands pourraient avoir, qui ont une vision assez plus carrée des choses et qui passe d'un autre côté. Alors que je vois qu'en Italie, il y a quand même une sensibilité pour une beauté, une façon de chanter, une façon esthétique en fait de présenter les choses. Et en France, évidemment, il y a une grande attention pour la clarté, pour le son, pour une expressivité qui est assez de surface, mais je ne dis pas qu'elles sont négatives, mais qui est là tout de suite. Et je dois dire que j'ai eu la chance d'écouter des grands musiciens un peu de toutes les écoles, et plus tard, en fait, de ce qu'on a parlé avec les musiciens de l'école allemande, ça m'a beaucoup appris. Comme tu disais, Rudolf Serkin et Richard Good, ça venait de là. Et puis Leon Fleischer, j'ai travaillé un peu avec lui, qui venait de Schnabel. Et plus récemment avec Mr. Alfred Brendel. Donc, c'est vraiment l'essence de quelque chose qui est un peu différent, mais qui m'a